Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble la correction de l'exercice 4 du bac S Métropole 2019. C'est l'exercice de spécialité. Alors cet exercice, donc on note Z, l'ensemble des entiers relatifs. Dans cet exercice, on étudie l'ensemble S des matrices qui s'écrivent sous la forme grand A égale ABCD dans cet ordre, où A, B, C et D appartiennent à l'ensemble Z et vérifie AD moins BC est égal à 1. Je vais faire une petite remarque sur ça. C'est une remarque qui sort complètement du programme de terminale, mais sur cet ensemble S. En fait, vous savez que les matrices, donc les matrices de taille 2,2, ne sont pas toutes inversibles. Ça dépend de la valeur de leur déterminant. Ici, AD moins BC, c'est le déterminant de la matrice A. Les matrices qui sont de taille 2,2, elles sont soit inversibles si leur déterminant est non nul, soit non inversibles. On dit aussi qu'elles sont singulières si leur déterminant est nul. Alors déjà, on voit que l'ensemble S, toutes les matrices vont être inversibles. Et ça déjà, c'est intéressant. Ici, en fait, S, ça va être un sous-ensemble des matrices inversibles de taille 2 à coefficient dans Z qu'on appelle GL2 de Z. GL2 de Z, c'est vraiment ce qu'on appelle le groupe linéaire. Alors, je ne vais pas détailler ce que c'est une notion de groupe parce que ce serait un petit peu trop long, mais ce sont les matrices inversibles de taille 2. Quand on met un seul coefficient, c'est-à-dire qu'elles sont carrées, donc matrice carrée de taille 2 à coefficient dans Z. En fait, ici, vous voyez que les matrices dans l'ensemble S, ce sont les matrices de déterminant égal à 1. Il s'avère que cet ensemble S, il a un nom spécial qui s'appelle le... Ici, vous voyez que GL2 de Z, c'est le groupe linéaire. Et en fait, les matrices de déterminant égal à 1, c'est ce qu'on appelle le groupe spécial linéaire. Donc des matrices de taille 2 à coefficient dans Z. Alors, je ne peux pas vous faire un cours sur les groupes, et notamment ici sur ce groupe spécial. Ce que je peux vous dire, en fait, c'est que ce groupe, en fait, il a des caractéristiques quand même de stabilité au niveau des opérations très importantes. C'est un peu ça que ça veut dire, la notion de groupe. Et ici, en fait, vous voyez que S, il est inclus, ça veut dire inclus dans ce groupe. Et en fait, il a des caractéristiques encore plus forte en tant que sous-ensemble de ce groupe. Je ferme la parenthèse ici, si plus tard vous continuez avec les matrices, vous verrez sans doute ces notations-là et les notions de groupe, le groupe linéaire et le groupe spécial linéaire. Je ferme la parenthèse, on va pouvoir commencer l'exercice. Alors, on note I, je termine, donc on note I la matrice identité. Alors, ça c'est assez classique dans les exercices de bac, on vous rappelle les notions de base, notamment pour les élèves qui sont étrangers, qui ont des fois des notations un tout petit peu différentes. On y va. Donc pour la partie A, vérifiez que, donc partie A, vérifions que la matrice grand A appartient à l'ensemble S. Ici, on a, pour la matrice grand A, on va avoir petit a égale 6, on va avoir petit b égale 5, on va avoir petit c moins 5 et petit d qui vaut moins 4. Donc, AD moins BC, on a donc 6 fois moins 4, ça va donner moins 24, moins 5 fois moins 5, 5 fois moins 5, ça fait moins 25, comme on a un moins devant, ça fait moins 24, plus 25, ça fait bien 1, donc A appartient à S. Question 2, question facile, première question, échauffement. Montrez qu'il existe exactement 4 matrices de la forme A, A2, 3D, appartenant à l'ensemble S et les expliciter. Alors, on y va. On va regarder, on va supposer qu'il existe en effet des matrices de ce type appartenant à l'ensemble S et on va voir quelles conditions on peut avoir sur A et D. On est en train de faire une analyse synthèse en fait. Donc, soit A, de forme A2, 3D, appartenant à S. Alors, on va calculer AD moins BC, et ici, en fait, AD moins BC, on a AD moins 3 fois 2, c'est-à-dire moins 6, qui est égal à 1. Donc, AD est égal à 7. Alors, si AD est égal à 7, il faut se rappeler que ici, petit a et petit b sont des entiers relatifs, et donc, en fait, ça veut dire que A et D sont des diviseurs de 7. Et des diviseurs de 7, il n'y en a pas beaucoup. Or, les diviseurs de 7, il y en a 4. Oui, attention, il ne faut pas oublier les négatifs. Donc, moins 7, moins 1, 1 et 7. Et donc, qui dit 4 diviseurs de 7, dit 4 possibilités. Donc,
A égale moins 7. Alors, si A égale moins 7, on va avoir D qui va être égal à moins 1. Il faut que le produit fasse 7. A égale moins 1 et D égale du coup moins 7. Si A vaut 1, à ce moment-là, D vaudra 7. Et si A vaut 7, à ce moment-là, D vaudra 1. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse. Pour la synthèse, eh ben, il faut conclure. Voilà, donc synthèse. Et il faut vérifier, donc on vérifie que les 4 possibilités donnent des matrices appartenant à S. Alors, donne au pluriel des matrices appartenant à S. Donc ici, analyse. Juste petite remarque, si jamais il n'y avait pas de matrice de ce type appartenant à S, on arriverait à une contradiction ici, c'est ce qui peut arriver. Par exemple ici, hein, si je mets au lieu d'un 2, je mets un 8, enfin non, il n'y aura pas de contradiction. Mais bon, il peut arriver qu'il y ait des contradictions, et du coup à ce moment-là, l'analyse synthèse se transforme en raisonnement par l'absurde. C'est à ce moment-là en fait qu'on s'en rend compte à la fin de l'analyse. Si on a des solutions, on fait la synthèse en disant bah voilà, il y a 4 solutions. Et si il y a une contradiction, par l'absurde, on suppose qu'il n'y en a pas. Donc ici, 4 solutions et du coup les 4 matrices appartenant à S, les expliciter. Donc en fait, on va expliciter l'ensemble S. Donc on a le premier cas, donc on a moins 7, moins 1 et donc 3, 2. Le deuxième cas, c'est donc moins 1, moins 7, 3, 2. Enfin, c'est pas tout à fait S, parce que ici on est dans le cadre des matrices sous une certaine forme. Donc on a le troisième, c'est 1, 7, 3, 2 et 7, 1, 3, 2. Voilà, donc c'est 4 possibilités. Alors, question 3A. Alors, pour la question 3A, on voit qu'on nous demande de résoudre l'équation E, 5x moins 2y égale 1. Alors, on voit un peu le rapport avec le déterminant. On va sans doute se poser la question. Bah, voilà, on voit tout à fait que là, le déterminant, il va s'écrire 5A moins 2B et que si ça appartient à S, c'est égal à 1. Bon, on voit le principe de cette question 3A. Alors, on pourra remarquer que le couple 1-2 est une solution particulière de cette équation. Alors, du coup, voilà, soit x, y, solution de cette équation. Alors, du coup, on a 5x moins 2y. Alors, comme 1 et 2 est solution, ça veut dire qu'en fait, on a 5 fois 1 moins 2 fois 2 qui est égal à 1. Et donc, on va avoir 5x moins 1 qui va être égal à 2y moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire que 5x moins 1 va diviser 5 va diviser 2y moins 2, excusez-moi. Et là, on n'identifie que les nombres 5 et 2 sont premiers entre eux. Or, 5 et 2 sont premiers entre eux. Donc, d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, 5 va diviser y moins 2. Donc, il existe K appartenant à Z tel que y moins 2 est égal à 5K. C'est-à-dire que y est égal à 5K plus 2. Or, si y est égal à 5K plus 2, ou si y moins 2 est égal à 5K, je vous rappelle que cette égalité 5x moins 1 est égal à 2y moins 2 est vraie. Or, donc 5x moins 1, donc qui vaut 2y moins 2. On a supposé que x, y était solution. Donc ça veut dire que ça c'est égal à 2 fois 5K. On peut simplifier les 5, ce qui veut dire que x moins 1 va être égal à 2 fois K. Donc, x moins 1 est égal à 2K. Et donc, x est égal à 2K plus 1.
On a donc démontré que si x, y était solution, alors forcément, il existe un cas appartenant à z tel que x égale 2k plus 1 et y est égal à 5k plus 2. Attention, on a perdu l'équivalence au moment d'utiliser Gauss. Il faut donc, toujours pareil, ici en fait on a une analyse et synthèse. On va donc supposer que, synthèse, si x égale 2k plus 1, y est égal à 5k plus 2, k appartenant à z, alors on a bien 5x moins 2y qui va être égal à 5 fois 2k plus 1, moins 2 fois 5k plus 2. Si on fait le calcul, 3 petits points, on trouve bien 1. Donc xy solution. Donc en analyse, on a démontré que si xy était solution de l'équation, alors x et y s'écrivaient sous cette forme-là. À la synthèse que si y et x et y s'écrivent sous cette forme-là, alors xy est solution. En conclusion, xy solution de E, si et seulement si il existe k appartenant à z, tel que x est égal à 2k plus 1 et y est égal à 5k plus 2. Pour la question 3b, en déduire qu'il existe une infinité de matrices de la forme A, AB 5 qui appartiennent à l'ensemble S, d'écrire ces matrices. Alors, donc là toujours pareil, hein, si A est égal à A, B, 5 appartient à S, alors on a A, 5A moins 2B est égal à 1. Or, donc AB, donc AB, solution de E, donc il existe K appartenant à Z, tel que A s'écrivent. Alors du coup, je vais d'abord écrire petit a et petit b, ce sera plus simple. Donc petit a, 2k plus 1 et y, 5k plus 2. Donc A va s'écrire 2k plus 1, 5k plus 2, 2, 5. Réciproquement, si A est égal à 2k plus 1, 2, 5k plus 2, 5, alors A appartient à S, et donc il existe une infinité de matrices de S sous cette forme. Elles sont toutes du type 2k plus 1, 5k plus 2, 2, 5. Voilà pour la question 3b. Donc vous voyez, hein, pour la question 3a, on nous demande de résoudre l'équation. Et pour la question 3b, on revient à notre problème sur les déterminants de matrices. Et on trouve qu'en effet, les matrices de S qui s'écrivent sous cette forme, ça nous ramène à cette équation, hein, dans Z, 5x moins 2y égale 1. Et on a du coup les solutions. Partie B. Alors, pour la partie B, regardons un peu l'énoncé. Alors, dans cette partie, on note A égale ABCD, une matrice appartenant à l'ensemble S. On rappelle que A, B, C, D sont des entiers relatifs, tels que AD moins BC est égal à 1. Alors, regardons la question 1. Donc, partie B. Question 1. Alors, montrer que les entiers A et B sont premiers entre eux. Donc, si AD moins BC est égal à 1, alors, bon, pour démontrer que des nombres sont premiers entre eux, il faut penser à Bezout. Surtout que là, on a une égalité avec égal 1. Il faut que, du coup, ça saute aux yeux. Donc, il existe UV appartenant à Z. Alors, en fait, ici, U égale D et V égale moins C. Tel que AU plus BV est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Bezout, A et B sont premiers entre eux. Question 2.
question 2A même. Soit B, la matrice, donc D moins B moins CA, calculer le produit AB. Alors, du coup, le produit AB, ça va être, alors on réécrit la matrice A, c'est A, B, C, D. Et du coup, la matrice B, c'est D moins B moins C petit a. On fait le produit. Alors, pour ce coefficient ici, on va trouver du coup A fois D moins B fois C, c'est-à-dire 1. Ici, pour ce coefficient-là, on va trouver moins B fois A plus A fois B. On va trouver donc moins AB plus AB, donc 0. Pour ce coefficient-là, on va trouver D fois C moins C fois D, on va trouver DC moins DC, donc 0. Et pour ce coefficient-là, on va trouver moins B fois C plus A fois D, AD moins BC, c'est-à-dire 1. Car AD moins BC est égal à 1. Moralité, AB, c'est l'identité. On admet que AB est égal à BA. Donc si on fait le même calcul avec BA, on peut le faire, mais du coup on va retrouver l'identité aussi. En déduire que la matrice A est inversible. Donc il existe une matrice B telle que AB égale BA égale I, donc l'identité, donc la matrice de taille 2 identitaire, donc A est inversible. Et son inverse, c'est B, justement. Alors, vous connaissez la formule dans le cours qui vous dit qu'on est 1 sur déterminant de A fois cette matrice-là. Il s'avère que le déterminant de A ici, c'est 1. Donc, on a juste cette matrice-là. Montrer que A-A appartient à l'ensemble S. Du coup, A-1, c'est D moins B moins C A. Alors, donc ici, on va avoir D fois A moins C fois moins B, et ça fait exactement AD moins BC. Moins BC, c'est bien est égal à 1. Donc en fait, c'est le déterminant de la matrice A1, ça ici, c'est déterminant de A-1, et donc A-1 appartient à S. Bon, là, vous voyez que la partie B, ça s'enchaîne un petit peu plus rapidement, notamment la question 2, c'est des questions assez simples. Alors, regardons maintenant la question 3, vous allez voir qu'on va parler de PGCD, ça va commencer à se corser un petit peu. Alors, la question 3A, donc soit x et y, deux entiers relatifs, on note x' et y', les entiers relatifs tels que le vecteur x', y' égale à xy. Donc, on va réécrire ça, donc x', y' égale à xy, donc c'est égal à la matrice A, B, C, D fois donc xy. Si on fait le produit matriciel, on va trouver du coup AX plus BY et du coup CX plus DY. Alors, ce n'est pas forcément demandé dans l'exercice, mais c'est bien d'avoir la relation entre x' et y'. Alors, par contre, là, vous voyez, pour la question 3A, en fait, on va nous demander les relations inverses. Donc ici, comme A est inversible, donc x', y' qui est égal à A, xy, c'est équivalent au fait que xy est égal à A-1, x', y'. Et donc, x, y, c'est, en fait, on va faire le même calcul mais avec A-1. J'aurais dû pas me précipiter et faire juste une seule fois le calcul avec A-1. A-1, on le connaît, en fait, c'est la matrice B. Ici, c'est la même que la matrice B. Donc, on va avoir D moins B moins C, A, facteur de xy, x', y', pardon. Alors, si on fait le calcul, on va avoir dx' moins by', et on va avoir moins cx' plus ay'. Donc, x est égal à dx' moins by' et y est égal à moins cx' plus ay'. C'est bien ce qu'on nous demandait à la question 3A. Pour la question 3B, on nous demande donc soit D, le PGCD de x et y, on note D', le PGCD de x' et y'. Et on nous demande en effet de démontrer que le PGCD de x et y, c'est le même que le PGCD de x', y'. Alors là,
je pense que c'est la question la plus difficile de cet exercice, parce qu'il faut penser à une petite technique quand on cherche à démontrer que deux PGCD sont égaux. Alors pour montrer une égalité d'ordre général, on peut le faire de manière directe, hein, ça paraît plutôt évident. Pour les PGCD, c'est pas évident, étant donné que les PGCD, c'est plutôt une relation de divisibilité. Je vous rappelle que le PGCD de deux nombres, c'est le plus grand commun diviseur, c'est-à-dire on prend tous les diviseurs communs et on va chercher le plus grand d'entre eux. Donc c'est vraiment relié à une relation de divisibilité. La relation de divisibilité, elle n'est pas symétrique, c'est-à-dire que si A divise B, B divise pas forcément A, d'ailleurs c'est généralement peu le cas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, regardez par rapport à la question 3a, on va pouvoir trouver des relations de divisibilité. Là, vous voyez que, clairement, on va avoir que le PGCD en fait, de x', y', on va voir qu'il divise assez facilement x par le fait de combinaison linéaire. En fait, ici, on va raisonner en deux parties. On va d'abord démontrer que le PGCD de x et y divise celui de x', y', et dans un second temps, montrer que le PGCD de x', y' divise celui de x et y. Et le seul cas pour deux nombres dans lequel l'un divise l'autre et l'autre divise l'un, c'est qu'ils soient égaux. Et ça, c'est quelque chose d'assez courant pour démontrer que deux PGCD sont égaux, d'utiliser ça. Donc, on va expliquer ça. Si jamais vous comprenez, si vous appréhendez et que vous savez faire ce genre de choses, pensez à l'expliquer au correcteur pour dire qu'on va montrer que D divise D' et D' divise D. Alors, pour D divise D', on y va. Donc D, c'est le PGCD de X et Y. Donc, D va diviser toute combinaison linéaire de X et Y, dont une très particulière. Alors bon, je suis content parce que quand même ma relation de tout à l'heure, je ne l'ai pas écrite pour rien, dont celle-ci, dont AX plus BY. C'est bien une combinaison linéaire hein, de X et de Y, donc D va diviser cette combinaison linéaire, or ça, c'est X'. Et il va diviser quelle autre combinaison linéaire? Celle-là, plus D, pardon, Y, et ça, c'est Y'. Donc, D divise X' et D divise Y'. Si D divise X' et Y', il va forcément faire partie de la liste des diviseurs communs de X' et Y'. Or, D', c'est quoi? C'est le plus grand, parce que D', c'est le PGCD de X' et Y'. Donc, D va forcément diviser D'. Et, réciproquement, on va démontrer que D prime divise D. Donc D', c'est le PGCD de X', Y'. Donc D' divise toute combinaison linéaire de X' et Y'. Dont deux particulières, c'est celle qu'on a trouvée ici, dont Dx' moins B Y', c'est-à-dire X, et moins CX' plus A Y', c'est-à-dire Y. Donc D' va diviser X et D' va diviser Y. Donc D' divise D. Conclusion, si D divise D' et D' divise D, alors D est égal à D'. Difficile, cette question. Il faut vraiment avoir l'intuition de comment démontrer que deux PGCD sont égaux, c'est-à-dire que l'un divise l'autre et l'autre divise l'un. Il faut l'avoir fait une fois en exercice pour vraiment savoir le faire. C'est vrai que sinon, c'est difficile d'y penser. Comment est-ce qu'on peut y penser? À penser que vraiment le PGCD, c'est une relation de divisibilité. Alors, on peut transformer un PGCD en égalité à l'aide du théorème de Bezout
ou du théorème de Bezout généralisé. Bon, ici, il faut utiliser le théorème de Bezout généralisé parce qu'on ne sait pas hein, si D est égal à 1 ou D' est égal à 1. D'ailleurs, ce serait généralement pas le cas. Et déjà, il faut se rappeler du théorème de Bezout généralisé. Et dans celui-ci, de toute façon, on a des relations de divisibilité à vérifier. Donc, on n'a pas le choix. On a vraiment pas le choix. On peut utiliser un théorème de Bezout généralisé ici. C'est un petit peu plus long. Et de toute façon, on a à peu près les mêmes choses à démontrer. Vous voyez qu'en fait, ce raisonnement-là, on va l'utiliser en fait pour les combinaisons linéaires. Regardons la dernière question, la question 4, et on aura terminé. Alors, la question 4, on considère les suites d'entiers naturels xn et yn, donc définies par x0 égale 2019 et y0 égale 673. Et pour tout entier naturel n, donc on a les relations suivantes, xn plus 1 égale 2xn plus 3yn, et yn plus 1 égale xn plus dyn. En utilisant la question précédente, déterminer pour tout entier naturel n le PGCD des entiers xn et yn. Alors là, il faut essayer de voir le rapport avec la question précédente. Bon, bah là, on essaye de voir déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on va pouvoir utiliser une matrice. On va avoir que xn plus 1, yn plus 1, ça va être le vecteur en fait xn, yn, enfin la matrice colonne, pardon, xn, yn, fois la matrice 2, 3, 1, 2. Donc, soit A, la matrice 2, 3, 1, 2. Cette matrice appartient bien à S. Hein, son déterminant, c'est 2 fois 2 moins 1 fois 3, le AD moins BC. Donc, ça fait bien 1. Donc, ça appartient bien à S. On va pouvoir, du coup, démontrer par récurrence qu'en fait, le PGCD des entiers xn et yn, c'est le PGCD de x0, y0. Il faudra donc, du coup, déterminer le PGCD de 2019 et de 673. Mais déjà, démontrons par récurrence que, pour tout n, PGCD de xn, yn, c'est le PGCD de x0, y0. Alors, pour l'initialisation, bah, il n'y a rien à faire. Bah, PGCD de x0, y0, vous êtes d'accord que c'est égal au PGCD de x0, y0. Hein. Donc bah, là, il n'y a rien à faire. Hérédité. Alors, bah, du coup, là, on va utiliser la question 3b, parce que ici, on a du coup xn plus 1 qui s'écrit sous la forme xn plus 1, yn plus 1 qui s'écrit sous la forme a xn, yn avec a appartenant à S. On vérifie bien à toutes les hypothèses de notre partie B, étant donné que vous voyez que la seule hypothèse de la partie B, c'était que la matrice A appartenant à S. Et grâce à la question 3b, on a démontré hein, que à ce moment-là, bah, grâce à la question 3b, on a du coup bah, le PGCD, donc là j'ai rien à écrire, hein, de xn plus 1, yn plus 1, qui est égal au PGCD de xn, yn, et par hypothèse de récurrence, ça c'est le PGCD de x0, y0. Et donc, en conclusion, de cette question, de cette récurrence, parce qu'on n'a pas tout à fait fini la question 4, donc par récurrence, pour tout n appartenant à n, le PGCD de xn, yn, c'est le PGCD de x0, y0. Il nous reste à trouver la valeur de PGCD de x0, y0, c'est-à-dire de 2019 et de 673. Alors, du coup, pour trouver le PGCD de deux nombres réels, de deux nombres entiers, pardon, on va appliquer l'algorithme d'Euclide. On y va. Alors, on va chercher combien de fois on peut multiplier 673 pour le mettre dans 2019. Alors, du coup, 673. Alors, si on multiplie par 3, et ben voilà. Ça va être assez rapide. Alors, vous voyez que je ne l'avais pas forcément vu, hein, que 2019, c'était le triple de 673. Honnêtement, ça ne se voit pas à l'œil nu. Or,
Donc, vous voyez, hein, j'étais parti sur un algorithme d'Euclide, et en fait, je me suis vraiment posé la question de chercher les divisions euclidiennes successives de 2019 par 673. Or, 2019, c'est 3 fois 673. Donc, le PGCD. Donc, le PGCD de 2019 et de 673, c'est le plus grand diviseur, et le plus grand diviseur, c'est 673. Parce que 673 divise 673, on ne peut pas trouver plus grand, et que 2019, comme c'est 3 fois 673, et du coup c'est un diviseur de 2019. Et donc, pour tout n, le PGCD de xn, yn, ça va être 673. Voilà, terminé cette correction de l'exercice de spécialité du bac S de Métropole 2019. Vous avez la version papier du corrigé en description de cette vidéo.